Bonjour Hervé Morin. Bonjour Nicolas Vitou. Les sondages disent toujours, de façon constante, que François Fillon, que vous soutenez, est distancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dans cet ordre-là ou à l'inverse. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, à 25 jours du premier tour, d'espérer inverser cette tendance ? Pour moi, c'est la cohérence du projet. Nous n'avons pas besoin simplement d'un relifting avec un discours habile. Ce dont on a besoin, c'est une vraie transformation systémique du pays. Le relifting, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Ce dont on a besoin, c'est on a besoin de redresser très clairement la performance du pays, tous secteurs confondus. C'est-à-dire le secteur économique comme le secteur éducatif. Ça, d'accord. Ça, c'est le projet. Ça, c'est le projet. Deuxièmement, il y a quand même un élément central, c'est qu'il faut demander aux Français comment, dans l'hypothèse où Emmanuel Macron est élu, comment il va gouverner. Avec qui? Quelle majorité? Lui, il dit j'aurai une majorité. Oui, la majorité, il va la trouver où? Dans ces 15 000 candidats 15 000 candidats, de personnes qui sont totalement inconnues, qui n'ont jamais exercé la moindre responsabilité, et qui, du jour au lendemain, vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ça fait une majorité de 300 ou 350? Est-ce qu'on ne dit pas ça de lui depuis un an? Il n'a pas d'expérience, il n'a jamais été élu, il n'a jamais gouverné, sauf 2 ans. Oui, sans rien faire. Sans rien faire, ça c'est vous qui dites. Mais tout ce qu'on a opposé à Emmanuel Macron, il l'a balayé et peut-être il arrivera à trouver une majorité, non? Vous n'y croyez pas? Non, mais qu'il trouve une majorité, c'est très probable. Le fait présidentiel est une constante de la Ve République. La seule chose, c'est est-ce que la majorité est solide? Et pour y faire quoi? Je prends un exemple concret. Il annonce sur les régimes de retraite un aspect, moi, qui me va bien, que nous défendons, nous, depuis des années, qui est l'universalité du régime de retraite. Mais comme il est prudent, et comme il veut faire plaisir à une partie de l'électorat, il dit on ne touche pas à l'âge de la retraite, mais on va mettre en place un système notionnel, c'est-à-dire par points, pour faire court. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. Bon, c'est tellement compliqué. C'est une transformation, au fond, de l'outil de calcul des retraites, et lui, il promet de le faire sur 10 ans. Voilà, c'est le système suédois. Bien, très bien. Sauf que ça veut dire que, on n'a pas de rééquilibrage des comptes des régimes de retraite, qu'on a encore 10 milliards d'euros de déficit, et deuxièmement, ça veut dire très clairement que quand il va se retrouver devant le Parlement, avec d'un côté Robert Rue et de l'autre François Bayrou, quand il va se retrouver avec une partie du gouvernement de François Hollande qui n'a pas touché qui n'a pas mis en place un régime de retraite qui soit solide, conforté, et je ne sais quelle Marielle de Sarnez. Ça se situe où, la majorité? Elle est où? Elle est vous dites qu'il n'y aura pas de majorité. De majorité solide pour gouverner. Structurée pour gouverner. On va revenir sur Emmanuel Macron. Parce que donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Et puis le second, il y a la proposition qui est l'effondrement argentin. Ça, c'est Marine Le Pen. Ça, c'est Marine Le Pen. Mais avant d'arriver à la démolition ou à la critique des programmes de vos adversaires, expliquez-moi comment est-ce que François Fillon peut arriver au deuxième tour? Vous dites parce qu'il a le projet le plus crédible, sauf qu'il n'est pas audible pour l'instant. Comment est-ce qu'il fait pour devenir audible? Son projet, il l'a longuement présenté durant les primaires. Oui. Il a été largement adopté par près de 5 millions de personnes. Et il avait la réputation d'être celui qui avait le programme le plus abouti, le plus travaillé. Très bien, mais tout ça est un peu derrière nous. Tout ça, le programme, les Français le connaissent. Ils savent très bien que... Et donc la question qui se pose, elle est simple. Oui, en effet, ce qui a été dévoilé a gêné beaucoup de nos compatriotes. Vous y compris? Oui, bien sûr. Et deuxièmement, je leur dis, qu'est-ce qui compte derrière tout ça? C'est l'intérêt du pays. L'intérêt d'avoir enfin la transformation qui va nous permettre de sortir du gouffre. Parce qu'il n'y a pas de fatalité à avoir un chômage de masse, des comptes déséquilibrés. La moitié des pays européens vont très bien. Hervé Morin, lorsqu'on regarde les sondages, qui valent ce qu'ils valent, mais qui disent quand même quelque chose, il est troisième et il a un potentiel électoral aujourd'hui de 17,5, 18, parfois 20%, mais jamais plus. Peu importe, aujourd'hui. Que ce soit 18 ou 20. Est-ce qu'il y a un vote caché pour François Fillon? Est-ce que les sondeurs se trompent lorsqu'ils interrogent les gens? Est-ce qu'un certain nombre de Français choqués comme vous, ou troublés comme vous par ce qui s'est produit, n'osent pas, ne veulent pas dire qu'ils votent Fillon et ils voteront Fillon dans l'isoloir? Est-ce que vous y croyez à cette thèse? J'ai en tête 2 éléments. Une conversation que j'ai eue il y a quelques semaines en allant à un think tank sur les questions de défense à Londres, où une partie des parlementaires britanniques qui étaient autour de la table me disaient personne ne pensait que le Brexit gagnerait.
Et deuxième, c'est ce qui s'est passé en Allemagne il y a 8 jours. Dans la Sarre. Dans la Sarre, où Angela Merkel était à égalité. Égalité, souvent en difficulté dans les sondages et qui a gagné très largement. Et elle a gagné plus de 8 points d'avance. Manuel Valls a hier annoncé qu'il allait voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que le PS explose ou une mauvaise nouvelle parce que Emmanuel Macron renforce sa base électorale? Je pense que surtout, on découvre progressivement Emmanuel Macron comme l'incarnation d'un nouveau Hollande. Emmanuel Hollande. Emmanuel Hollande, oui, peut-être. C'est-à-dire quelqu'un qui, très clairement, ne propose rien de solide. Il suffit de regarder, par exemple, sur la réduction de la dépense publique, c'est absolument pas sérieux. Je parlais des retraites tout à l'heure. Je parlais de la transformation de l'économie. Et donc, on voit bien qu'au fur et à mesure des semaines arrivent l'ensemble des membres du gouvernement, soit par conviction, soit parce que sauf qui peut. Mais il dit qu'il n'en veut pas. Oui, enfin, ça c'est un discours d'avant-premier tour. C'est clair, sa majorité, il va falloir qu'il la compose. Et donc il la composera avec Manuel Valls, Jean-Yves Le Drian et des gens comme ça. Et on verra. Mais aussi certains de chez vous. Royal, etc. Mais aussi certains de chez vous. Enfin, ils sont quand même très marginaux. C'est pas tout à fait la même chose entre un sénateur ou un député et un membre du gouvernement ou un ancien Premier ministre. Et donc, on assiste très clairement à un éclairage important qui est celui d'un projet où on cherche les arêtes majeures, et deuxièmement, d'un projet qui va être soutenu par une partie d'un gouvernement qui, pendant 5 ans, honnêtement, a vraiment échoué. Est-ce que vous, centristes, souvent habitués à solidifier ou à compléter une majorité, surtout quand elle est un peu faible, vous pensez que, au cas où Emmanuel Macron serait élu, certains d'entre vous pourraient rejoindre cette majorité présidentielle? Je pense que quel que soit le candidat du second tour de l'élection présidentielle, qu'il s'appelle François Fillon, ce que je souhaite, ou Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, il ne va pas simplement pouvoir dire mes chers amis, barrage ce sont mes idées et seulement mes idées qui voilà. l'ont emporté. Je pense que l'erreur de Jacques Chirac de 2002, mais dans un contexte très différent, la tentative avortée de Nicolas Sarkozy en 2007, va imposer là, en 2017, une vraie construction d'une recomposition politique nouvelle. À laquelle vous souhaitez participer? Moi, je suis président de région, il n'est absolument pas question de faire autre chose. Vous, patron d'une composante du centre. Une composante du centre, très clairement, je pense que ces questions-là se poseront pour beaucoup d'entre nous. La campagne électorale est vraiment là dans cette dernière phase. Il y a un débat sur le débat. France 2 propose un débat le 20 avril, à 3 jours du premier tour. Jean-Luc Mélenchon a déjà dit « je n'irai pas ». Quel est votre conseil, vous, à François Fillon? Il faut le faire, ce débat? Ce que j'ai aimé dans les propos de Mélenchon, c'est aussi comment se comporte le service public. Le casting de la semaine dernière lors du l'émission de Pujadas, c'est ça? L'émission de Pujadas, honnêtement, enfin voilà quoi. Enfin, on savait qui était l'invité caché de François Fillon. Vous voulez dire on savait qui était? Quel était on connaissait son caractère et son profil. Je pense on n'est pas simplement des politiques. Vous êtes fait piéger? Il s'est fait piéger? Non, je pense qu'on veut faire du politique une espèce d'individu qu'on invite pour construire des castings improbables, pour des mises en scène qui ne sont pas sérieuses, quoi, très clairement. Et donc vous accusez le service public, en fait, David Pujadas, d'avoir construit une émission à charge, pas sérieuse. On n'est pas simplement là pour faire de la mise en scène et mettre en valeur des personnes qui sont invitées. Et donc le débat, vous conseillez à François Fillon d'y aller ou pas? Oui, moi je dis qu'il faut qu'il y aille. Mais en effet, les observations de Mélenchon sont aussi assez fondées. Merci beaucoup Hervé Morin. Merci.